Si vous avez besoin d'interviewer des gens, vous pouvez aussi rencontrer des personnes autour de vous. Je pense que c'est un énorme scandale, c'est absolument honteux d'inviter Narendra Modi le 14 juillet. Le 14 juillet représente des valeurs humanistes, liberté, égalité, fraternité, on vous fait pas répéter. Et surtout un chef d'État qui est autocrate, liberticide, qui est en train de détruire la démocratie en Inde et est en train de transformer le pays en théocratie. L'inviter le jour du 14 juillet, c'est vraiment scandaleux. Moi j'ai envie de poser une question à Emmanuel Macron, à mon président, à notre président. Alors, il est français comment Emmanuel Macron? Parce qu'Emmanuel Macron, s'il est français vraiment, il ne peut pas salir notre pays comme ça. Il ne peut pas salir le message, l'image du 14 juillet de cette façon-là. Hein, donc voilà, c'est la première coup de colère que les réseaux que je produise. Alors, en quoi ça salit l'image du 14 juillet justement? Alors, tous ceux qui ne connaissent pas encore assez bien Narendra Modi, c'est un chef d'État qui mène une politique ultranationaliste, hindouiste, qui a décidé de transformer l'Inde en une théocratie hindouiste, massacre des musulmans, assassinat des journalistes, destitution des journalistes, assassinat des citoyens lambda, journalistes, étudiants, professeurs, de tout secteur, tous les niveaux de travail confondus. Tous ceux qui osent critiquer Narendra Modi et son parti politique, qui vient de la milice RSS fasciste RSS, tous ceux qui osent critiquer Narendra Modi et sa politique sont considérés comme des séditieux pakistanais traîtres. Donc il y a une politique ultranationaliste, liberticide, extrême droite, hindouiste qui est là, installée en Inde. Inviter Narendra Modi comme l'invité d'honneur du 14 juillet, c'est vraiment honteux, premièrement. Deuxièmement, nous sommes nombreux, vous savez, en tant qu'écrivains français d'origine indienne, depuis des années, nous sommes nombreux à écrire des tribunes, dans des interviews, dans des médias, écrits dans l'IB, dans l'Humanité, dans le monde, pour attirer l'attention d'Emmanuel Macron et son gouvernement pour quel danger, quelle menace Narendra Modi et son parti politique représentent pour la démocratie et en Inde et ailleurs. Donc, que la souveraineté diplomatique soit le mot d'ordre du jour, soit que le contrat commercial fasse la loi, soit, mais inviter Narendra Modi, fait l'invité d'honneur du 14 juillet, c'est vraiment un grand bras d'honneur à nous tous. Je suis en France, je vis en France, je suis citoyenne française, écrivaine française. Moi, je parle sincèrement pour les citoyens dans mon pays natal, en Inde, qui vivent en Inde, tous ceux qui osent protester. J'ai peur pour eux parce qu'ils sont déjà victimes de représailles. Après la mort des musulmans, après la mort des femmes musulmanes, violer les femmes musulmanes, tuer les femmes musulmanes, assassiner, tuer, chasser les commerçants voisins musulmans dans votre quartier, c'est un appel au quotidien en Inde. Donc je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui c'est magnifique. Hein. D'une part, j'ai envie de dire merci, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez bien fait de l'inviter. Donc ça, c'est le départ, c'est le début de la fin. On ne va pas s'arrêter. Ça va accélérer les choses. C'est très bien qu'il nous a foutu dans notre gueule. C'est très bien comme ça. On va accélérer les choses maintenant. Les représailles, les gens vivent déjà. Ils sont morts, ils sont assassinés. Journaliste Gauri Lankesh, elle est assassinée. Modi a rencontré un peu plus tôt la diaspora indienne et il a dit qu'il avait eu un accueil chaleureux. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? J'ai envie de dire il y a bien des dupes, surtout ceux qui sont très intéressés. Une grande partie de la diaspora indienne, je sais, qui sont vraiment pro-Modi, chauvinistes, parce que ça vient du chauvinisme, parce qu'ils pensent que être pro-Modi, c'est être pro-Inde. Ils confondent les choses, que le Modi n'est pas l'Inde, l'Inde n'est pas Modi. On peut très bien être patriote tout en critiquant Narendra Modi. C'est ça qu'il y a une confusion que Modi a réussi à installer, qu'il incarne le pays. Ça, c'est aussi quelque chose de très inquiétant. Il a réussi à créer cette confusion où tous ceux qui critiquent le Modi, c'est critiquent l'Inde. Donc oui, la diaspora indienne, malheureusement, il y a des personnes qui sont pro-Modi, consciemment, qui sont pro-Modi parce qu'ils confondent les choses par une forme de chauvinisme naïf. Pour vous, c'est une forme de chauvinisme? C'est totalement un chauvinisme pour la majorité de la diaspora indienne. Je pense qu'il manque de sacrément de discernement, ou encore, même s'il avait la moindre chance de garder une forme de discernement, mais il faut aller délibérément s'allier avec le gouvernement fasciste. Merci aux manifestants. N'hésitez pas, venez messieurs, dames, rapprochez-vous. On va vous parler de Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde en visite actuellement à Paris. Donc vous avez ici devant vous Narendra Modi et vous avez autour donc des personnes qui protestent contre la venue de ce que nous on considère comme étant un autocrate, voire comme on l'a dit tout à l'heure, certains disent aussi que c'est un fasciste. C'est le Premier ministre de l'Inde qui a beaucoup de responsabilités aujourd'hui
dans des discriminations en Inde, notamment contre les minorités, toutes les minorités musulmanes, les minorités chrétiennes. Et donc, nous n'acceptons pas aujourd'hui que Narendra Modi vienne à Paris comme ça, comme si de rien n'était, pour acheter, certainement pour acheter des Rafales à Emmanuel Macron. Il en a déjà acheté pas mal en 2016 pour des montants importants. Donc, il est venu ici pour en racheter. Et donc, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, donc ce collectif, composé aujourd'hui d'une quinzaine de personnes, des Français amoureux de l'Inde, des Indiens, des Français d'origine indienne, comme moi-même, ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, qu'on parle aujourd'hui de la question des droits humains en Inde. Et donc, on ne peut pas juste rester comme ça et faire comme si de rien n'était. Donc l'objectif aujourd'hui de ce rassemblement, c'est d'adresser deux messages. Un, c'est un message aux Européens et aux Français en expliquant qu'aujourd'hui l'Inde, c'est bien, c'est un très beau pays, effectivement c'est très joli, mais qu'aujourd'hui ce pays de plus d'1,4 milliard d'habitants est dirigé par un autocrate, par ce qu'on appelle, on peut aussi appeler ça un fasciste, on le dit. Donc voilà, nous adressons donc ce message aussi donc, aux Européens et aux Français en disant qu'il faut que les populations ici sachent ce qui se passe donc, en Inde, toutes les discriminations qui ont lieu là-bas envers toutes les minorités religieuses, les journalistes, vous êtes nombreux ici les journalistes à être là. Il faut savoir qu'en 2022, il y a eu 186 journalistes qui ont eu des problèmes, qui ont été soit arrêtés, soit il y a eu des arrestations arbitraires, il y a eu des tas de problèmes, il y a des journaux qui ont été fermés. C'est très difficile aujourd'hui de s'exprimer. Et il y a un deuxième message qu'on veut adresser, c'est aussi à nos amis indiens, puisque vous avez autour de vous des gens aussi d'origine indienne qui sont là. Et on sait tous qu'en Inde, c'est très difficile de parler. Donc nos amis en Inde, nos correspondants, les journalistes nous disent que nous, on a du mal à parler en Inde. Et c'est important que là où la parole est, entre guillemets, un peu plus libre, notamment en Europe et donc en France, c'est important de porter notre message de toutes les discriminations que les journalistes, les activistes, les travailleurs sociaux, tout ce que les gens rencontrent là-bas. Donc rendez-vous au départ sur la place des droits de l'homme, après ils nous ont baladés aux Invalides, pour finalement nous ramener ici. Donc ça a été jusqu'au dernier moment quelque chose d'assez difficile à organiser, évidemment dans le contexte actuel en France que vous connaissez tous. Donc Emmanuel Vire du SNJ-CGT va commencer à prendre la parole pour dire pourquoi le syndicat nous accompagne dans ce rassemblement. Emmanuel. Merci Joy, et surtout un grand merci à toi et à ton collectif d'avoir organisé ça. Je crois que c'est la seule manifestation contre la venue de Monsieur Modi qui est organisée. Il y a beaucoup d'organisations, qu'elles soient politiques, syndicales, je sais que c'est le cas de la CGT, qui ont demandé l'annulation de cette visite d'État. On aurait aimé aussi que beaucoup plus d'organisations soient avec nous pour organiser ce rassemblement. Comme le disait Joy, ça a été très compliqué d'organiser ce rassemblement. Vous savez comment c'est difficile aujourd'hui en France de manifester, pas que pour les questions internationales. Effectivement, c'est le syndicat national des journalistes CGT qui a donc déposé la demande de rassemblement. On nous a baladés, effectivement. Les 3 derniers jours ont été très compliqués, entre d'abord le Parvis des droits de l'homme, puis les Invalides, puis pour revenir ici hier à la dernière minute. Donc on voit bien aussi la technique mise en place par les pouvoirs publics et le gouvernement. Vous avez vu les dernières déclarations de M. Darmanin qui interdit les manifestations suite aux violences policières et à la mort de Naël. Donc il n'y aura pas de manifestation pour M. Darmanin samedi. J'espère qu'un référé va être fait pour que le rassemblement puisse avoir lieu aussi samedi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça a été très compliqué, mais qu'on tenait vraiment à faire ce rassemblement aujourd'hui. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que c'est quand même pas étonnant non plus que ces deux chefs d'État s'adorent en ce moment, en fonction aussi de la dérive autoritaire qu'on constate en France aujourd'hui. Il y a beaucoup quand même de similitudes qui commencent à se faire entre l'attitude de M. Macron et l'attitude de M. Modi en Inde.
Donc voilà, c'est pas étonnant pour nous aussi, vu les difficultés qu'on a en France et la dérive autoritaire qu'on vit. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'est Joy l'a fait rapidement, c'est évidemment la situation de la liberté de la presse en Inde qui est catastrophique, en particulier depuis que Modi est au pouvoir. Selon le classement de RSF, l'Inde est au 161e rang sur 180 pays pour la liberté de la presse, en recul de 11 places en 2023 versus 2022. On sait toutes les difficultés qu'ont nos confrères en Inde. Je pense en particulier aux reporters qui sont sur le terrain au Cachemire. Les journalistes indiens rencontrent aussi beaucoup de difficultés qu'on a aussi nous en France au sujet de la concentration de la presse. Vous savez qu'en France, la presse est maintenant concentrée aux mains de quelques milliardaires. C'est aussi le cas en Inde avec une concentration en particulier à des groupes qui sont proches de M. Modi, avec toutes les conséquences que ça a sur la liberté de la presse. Donc voilà, on était vraiment là en soutien et en solidarité avec nos consoeurs et confrères indiens. On voit que c'est un sujet qui intéresse, vous êtes nombreux, les journalistes ici aujourd'hui. Donc je pense que quand même cette visite d'État avec la présence de M. Modi au défilé militaire du 14 juillet en invité d'honneur est particulièrement scandaleuse. Évidemment, Macron n'a pas répondu à nos multiples relances sur le sujet, donc c'est pour ça qu'il fallait que nous soyons là aujourd'hui, nombreuses et nombreux. Merci à toutes et tous. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Donc on va continuer donc les prises de parole. Vous pouvez prendre le micro, venez devant. Je vous présente Narendra Modi, le vrai. Voilà. Donc voilà, deux députés de la France Insoumise, Monsieur Porte et Monsieur Le Gall, qui vont dire pourquoi ils s'expriment au cours de ce rassemblement contre la présence de Monsieur Modi. Bonjour à tous. Je suis Arnaud Le Gall, député de la France Insoumise. Je suis venu en compagnie de mon collègue et camarade Thomas Porte, qui est député également et qui est également président de l'Observatoire de l'extrême droite. Ce qui a du sens pour dénoncer la venue de Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, de l'Union indienne, le 14 juillet. Nous sommes venus vous dire que nous n'acceptons pas cette invitation d'honneur faite à Narendra Modi le jour où nous fêtons la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous avons beaucoup de défis communs à relever, le réchauffement climatique. Si nous étions au pouvoir, nous avancerions aussi sur des sujets comme la levée des brevets sur les semences qui concernent des centaines de millions de paysans en Inde. Nous pourrions travailler ensemble à la consolidation de notre coopération spatiale. Nous pourrions travailler à la levée des brevets sur les vaccins comme le demande régulièrement le gouvernement indien. Mais ça n'est pas en invitant M. Modi le jour de notre fête nationale où nous célébrons la liberté, l'égalité et la fraternité qu'il faut le faire. M. Modi pouvait venir un autre jour et il n'avait pas à être invité d'honneur. Parce que cette relation entre nos deux États et entre les deux peuples ne peut être résumée par la rencontre au sommet entre deux dirigeants critiqués pour leur dérive autoritaire. Dans le cas de M. Modi, nous avons affaire à un dirigeant dont la formation politique s'inspire directement dans l'histoire du fascisme européen. Depuis que M. Modi est au pouvoir à la tête de l'Union indienne depuis 2014, nous avons vu des pogroms se multiplier contre les minorités religieuses, notamment les musulmans et les chrétiens. Nous avons vu les affrontements ethno-confessionnels se multiplier avec le silence, si ce n'est la complicité de la police. Nous avons vu cette répression s'étendre de proche en proche aux journalistes, aux militants syndicaux, aux paysans qui ont manifesté par dizaines de millions il y a quelques années contre les réformes du marché de l'agriculture en Inde qui portent atteinte à leur survie même. Nous voyons désormais que la répression s'étend aux opposants politiques. Quelqu'un comme Rahul Gandhi est désormais menacé de ne plus pouvoir se présenter aux élections. Nous n'acceptons donc pas qu'une telle place d'honneur soit faite à M. Modi, encore une fois, le jour où nous fêtons la liberté, l'égalité, la fraternité. M. Modi pouvait venir à un autre jour et M. Macron pouvait faire le choix de l'inviter à un autre jour et de lui faire part de son inquiétude pour la situation en Inde. Je vous remercie.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cet événement. Arnaud l'a dit, la politique, c'est aussi une histoire de symboles. Et recevoir ce dirigeant-là, le 14 juillet, qui est notre fête nationale, qui symbolise la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est une insulte jetée au visage de ces millions d'Indiens et d'Indiens qui subissent la répression, qui subissent la stigmatisation, qui subissent des attaques de ce pouvoir qui est autoritaire et qui, Arnaud l'a très bien dit, s'inspire de tout ce qui a fait l'essence même du fascisme en Europe. Et l'inviter le 14 juillet, c'est aussi banaliser la montée des idées d'extrême droite en Europe et partout dans le monde. C'est dire qu'on peut inviter ces dirigeants n'importe quel jour, y compris le jour de la fête nationale, comme si c'était un dirigeant comme les autres. Et il ne faut pas prendre cette invitation à la légère, et il faut envoyer aussi, on est là pour dire au président de la République que nous serons toujours du côté de celles et ceux qui se battent pour défendre des idées de liberté, d'égalité, de justice sociale, qui se battent contre les discriminations, contre la répression, contre les dérives autoritaires des gouvernements. Et je terminerai en disant un salut très fraternel à toutes celles et ceux qui, en Inde, malgré la peur, malgré la violence, malgré la répression, continuent à se mobiliser, continuent à se battre et organisent des initiatives comme aujourd'hui pour que jamais le silence ne soit la norme, pour que jamais la lumière de celles et ceux qui résistent ne s'éteigne. Donc bravo à vous et nous serons toujours à vos côtés dans cette bataille-là. Merci, merci, merci. On tenait à passer symboliquement. Je vous remercie. En fait, vous allez dîner avec Body ce soir à l'Elysée, c'est ça? On avait tous compris. Hein. Merci en tout cas de votre présence ce soir. On va demander à Shumona, une écrivain, donc d'origine indienne, donc qui fait partie de notre collectif. Hein. Donc pour mémoire, le collectif il est constitué de Français, de Français d'origine indienne, d'Indiens qui vivent ici en France. Et donc Shumona fait partie du collectif et va vous expliquer pourquoi aujourd'hui elle se mobilise contre la venue de Narendra Modi à Paris. Shumona. Bonjour à tous. Monsieur le Président, notre cher Président Emmanuel Macron, vous êtes français comment? Parce que cette question-là, vous êtes français comment, il est français comment, ça a été posé par une députée du groupe de Renaissance à l'égard d'un jeune issu de banlieue, de l'immigration, à ce jeune homme, parce qu'apparemment son appartenance ethnique n'était pas suffisamment légitime pour le reconnaître comme français. Alors monsieur Emmanuel Macron, vous êtes français comment? Parce que si vous salissez votre pays, mon pays, notre pays, j'ai choisi la France par amour, par l'écriture, pour l'écriture en français, je suis écrivaine de langue française, donc vous salissez votre pays, notre pays, vous êtes français comment, monsieur Macron? Alors, vous avez entendu exhaustivement tous ceux qui ont pris la parole ici. Vous savez ce qui est Narendra Modi, qui a transformé la démocratie en Inde en une théocratie hindouiste. Ce n'est plus la plus grande démocratie, parce que vous avez compris que c'est si sur la question de nombre d'habitants en Inde, ça reste un grand pays, une grande nation. Il n'y a plus question dans la démocratie, c'est transformé en autocratie. Je dirais même c'est un pays qui mène actuellement, Modi et son parti et sa milice RSS mène une politique fascisante. Ce n'est pas encore fasciste peut-être, parce que l'armée n'est pas encore là, mais il a transformé le pays qui mène une politique fascisante. Bon, donc j'ai juste une question. Sur Modi, on peut parler pendant des heures, ça fait des années en tant que moi, il y a des politologues, il y a des journalistes, nous avons écrit des tribunes, articles exhaustivement dans l'IB, dans le monde, dans l'humain, nous avons été invités sur plusieurs médias de parler. La question pour moi aujourd'hui, finalement, ce n'est plus pour Modi. Question aujourd'hui, je me pose en tant que citoyenne française, à mon président, à notre président Emmanuel Macron. Nous avons compris que la souveraineté diplomatique soit le mot d'ordre du jour, soit que les contrats commerciaux fassent la loi, soit nous sommes dans une société putassière. Nous sommes dans une société, dans un pays putassier. Alors, il faut se prostituer dans cette façon-là. Moi, j'ai presque envie de dire, et moi aussi Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes une pute? Vous n'êtes pas une pute? On a bien compris. Alors, prouvez-nous que vous n'êtes pas une pute, que la France n'est pas un pays putassier. Donc voilà, moi, vous avez bien compris, nous avons tous compris que c'est inacceptable de dérouler le tapis rouge ce jour-là, 14 juillet, à Narendra Modi. Donc, reprenez vos sens, vos bons sens. Ça fait des années qu'on vous parle. On vous attendra au tournant. Nous n'avons pas la piñata, nous ne cherchons pas à faire un concert de rock
Par contre, ce qu'on dit aujourd'hui à vous, c'est qu'on vous attend au tournant. Soyez, faites preuve de votre bonne foi, Monsieur Macron. Merci. Bravo. Merci pour cette parole enflammée, mais juste. Alors on va continuer un petit peu donc la distribution de la parole. Je vais demander à Arnaud. Arnaud, donc, qui est un de ceux aussi qui fait partie du collectif, qui se définit lui-même comme un amoureux de l'Inde, qui est un documentariste, qui a beaucoup travaillé en Inde, qui connaît très très bien l'Inde et qui a vu l'Inde devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui et qui a suivi comme ça la montée du nationalisme hindou de Narendra Modi. Et je crois qu'il est quand même un petit peu inquiet pour le pays qu'il aime tant. Donc tu vas nous dire un petit peu pourquoi tu es là, Arnaud. Donc tout d'abord je fais un très bref historique du petit groupe qui est à l'origine de notre rassemblement. Joy, qui est un ami de longue date, m'a téléphoné la veille du 1er mai en disant Arnaud, j'aimerais te voir pendant la manifestation qui était aussi une manifestation contre la réforme des retraites. Et je pensais qu'il allait me parler d'un projet de film, car nous faisons le même métier, et pas du tout. C'est là qu'il m'a dit je reviens d'Inde, et les gens sont tellement opprimés, terrorisés là-bas, qu'ils m'ont demandé d'organiser quelque chose en France, en protestation de la venue de Modi. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, moi j'ai un ami de longue date qui est politiste, autrefois on disait politologue, qui avait un carnet d'adresses bien rempli, et de fil en aiguille j'ai rencontré des amis indiens, et c'est comme ça que notre groupe s'est formé, et que nous appelons donc à ce rassemblement. Sinon, je vais me présenter brièvement, donc je m'appelle Arnaud, j'ai le même âge que Narendra Modi, mais c'est la seule chose que je partage avec lui. Donc j'ai découvert l'Inde en 1972. Pour moi ce fut un éblouissement. Ouais, il faut mettre dans le... Merci. Pour moi ce fut un éblouissement. Tout m'a plu dans ce pays. Je l'ai parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et surtout ce qui m'a frappé, c'était de sentir, d'être en face d'une civilisation au sens forme du terme, mais une civilisation à l'époque très tolérante. Donc j'ai un souvenir dans de nombreux trains avec les passagers. À l'époque il y avait 3 classes dans les trains en Inde, et qui demandaient toujours, ça commençait « Where do you come from ?» et puis après « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» etc. D'accord. Et donc il y avait... Moi, quelquefois, on me demandait quelle est ma religion. Je disais je suis chrétien ou je suis athée. Alors on me demandait si athée c'était une religion. Mais enfin, voilà, c'était toujours très amical. Et il y avait cette grande tolérance, cette grande générosité qui a vraiment malheureusement disparu en Inde. Donc l'Inde, d'une certaine manière, c'est ma seconde patrie. La première fois, j'y suis allé par voie terrestre. Comme on disait, on faisait la route. Mais ça m'a tellement plu et ça m'a tellement impressionné que quand je suis rentré, je me suis mis à lire n'importe quoi qui concernait l'Inde, aussi bien en matière politique, en anthropologie, qu'en sociologie. Et j'y suis retourné de nombreuses fois, je ne sais pas si c'est en 30 ou 50 fois, surtout que j'inclus dans l'Inde aussi, car ce fut un jour le même pays, il y a fort longtemps, le Bangladesh, Sri Lanka, le Népal n'a jamais fait partie, mais enfin c'est quand même la même culture, et le Pakistan. J'aime beaucoup tous ces pays. Voilà. Donc, j'ai de nombreux amis indiens en Inde, et bien sûr aussi en France. Macron n'a qu'un seul ami en Inde, c'est Modi. Il faut voir comment il n'hésite pas à le hug, comme on dit, à lui donner l'accolade. Et alors qu'il a été formé, Macron, dans une école prestigieuse où il était censé servir, se mettre au service de l'administration et du service public, très vite, il a, comme on dit, pantouflé, et de servir, c'est passer à se servir. Et bien qu'à un moment, il a voulu nous faire avaler qu'il a été l'assistant du grand philosophe Paul Ricoeur, je pense que son mentor, ça a été beaucoup plus Rothschild. Et Macron s'est retrouvé millionnaire en euros avant ses 30 ans. Moi j'ai beaucoup plus et je suis toujours pas millionnaire en euros. Voilà. Et donc
une règle absolue dans la tête de Macron, c'est le client a toujours raison. Et il se trouve que l'Inde, en la personne de Modi, a déjà acheté de nombreux Rafales. Il est question qu'il signe ces jours-ci un deuxième contrat. Et donc, on doit, coûte que coûte, maintenir le lien avec Modi, en faire l'invité d'honneur. Vous savez que les Rafales sont construits par un avionneur qui s'appelle Dassault Aviation. Marcel Dassault est aussi le patron du Figaro. Et ce qui montre aussi que la démocratie, c'est compliqué partout, puisque un ami journaliste m'a dit que dans le Figaro, donc propriété de Dassault, il est interdit de faire la moindre critique vis-à-vis de l'Inde, parce que le client a toujours raison. Chez moi, ma maison ressemble à un petit musée de l'Inde et de l'Asie du Sud. Ma fille aînée, ici présente, avait une statuette de Ganesh dans sa chambre, et ma fille cadette, une statue de Krishna. Et pour les fêtes et les anniversaires, elle portait des saris ou des salwar kameez que je leur avais rapportés d'Inde. Donc l'Inde fait vraiment partie de la famille. Et quelque chose qui m'a frappé en lisant la presse récemment, suite au meurtre de Naël, Macron a envisagé de couper Internet aux émeutiers, comme il les appelle. Et là, je me demande si c'est un conseil de Modi. Parce que Modi est un grand spécialiste pour couper Internet dans son pays. En particulier, au Cachemire, en août 2019, quand il a décidé de terminer avec l'article 370 de la Constitution qui permettait au Cachemire d'avoir une certaine autonomie. 1. Il a coupé Internet. 2. Il a envoyé l'armée. 3. Il a arrêté tous les dirigeants cachemiris, même les plus modérés. Et bien sûr, les journalistes. Depuis, le Cachemire connaît une situation de guerre coloniale. À peu près ce que l'Algérie a connu du temps où la France parlait d'événements en Algérie, et à peu près ce que les Américains ont aussi pratiqué au Vietnam. Disparition, viol, torture, journalistes emprisonnés, la liste est longue et aucun observateur étranger n'a accès au Cachemire. Macron en est parfaitement informé, mais pas question de rater la nouvelle commande de Rafale que Modi doit signer ces prochains jours. De plus, l'Inde vient aussi d'acheter 550 Airbus, 500 pour Indigo, 250 pour Air India. Donc, Modi est l'invité d'honneur du 14 juillet. Le 14 juillet, le peuple français a pris la Bastille. Il a détruit une prison. C'est la fête de la liberté et c'est la naissance de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Modi est l'absolu contraire de toutes ces valeurs. Et s'il achète vos certificats d'amis des droits de l'homme, il est à craindre que l'invité d'honneur du 14 juillet 2024 soit Mohamed Ben Salman, celui qui a fait envoyer une bande de barbouzes assassiner et démembrer le corps du journaliste Jamal Khashoggi. Mohamed Ben Salman, lui aussi, achète des Rafales. Enfin, après avoir rendu hommage au peuple cachemiri qui souffre, je veux aussi rendre hommage à la communauté intouchable. Autrefois, on l'appelait intouchable, maintenant on les appelle les Dalits. Dans mon dos, c'est l'effigie du docteur Ambedkar, un grand homme qui, d'origine donc d'une caste très basse dans la hiérarchie, donc était un intouchable qu'on appelle aujourd'hui Dalit, a été remarqué pour sa brillante intelligence. Et comme quoi les choses sont toujours plus compliquées en Inde, le Maharaja de Baroda, constatant les capacités de ce garçon, l'a pris sous son aile et lui a permis de faire de brillantes études. Notamment, il a fait un PhD de droit aux États-Unis. Du coup, il a été le rédacteur de la Constitution indienne, constitution qui, au regard des plus grands constitutionnalistes, est tout à fait excellente. Constitution qui insiste beaucoup sur un terme anglais, secularism, qu'on pourrait traduire par laïcité. Ambedkar a fini par considérer à la fin de sa vie que la religion hindoue était à la racine même de la souffrance des gens de basse caste. Et donc, en 1956, avec ses followers, ils étaient quand même 6000, il s'est converti au bouddhisme.
c'est autour de ce personnage que j'ai fait mon premier reportage en Inde. C'était pour une émission d'Antenne 2, comme on disait à l'époque, et une émission qui s'appelait Résistance, conçue par Bernard Langlois, un grand journaliste de télévision. La ligne éditoriale de son émission était les droits de l'homme. Grosso modo, c'était ce que pensait et disait Amnesty International. Donc, je n'ai pas eu grand mal à le convaincre de l'intérêt du sujet que je lui proposais. À Bombay, venait de se créer le Dalit Panther Party, parce qu'à l'époque, les Black Panthers étaient immensément populaires dans le monde entier. Donc ils avaient intitulé leur groupe de défense des intouchables Dalit Panther Party. Le jeune dirigeant de ce groupe m'aida beaucoup, et c'est avec tristesse que j'ai appris qu'il a rejoint le BJP. Il est devenu d'abord député au Rajya Sabha et ensuite ministre, mais pas ministre de l'État du Maharashtra, ministre au centre. Il y a des opportunistes et des traites sous toutes les latitudes. Daniel Cohn-Bendit, qui a incarné la révolte étudiante de mai 68, cette révolte qui a enclenché un des plus grands mouvements sociaux que la France ait connu, a rejoint le clan des macronistes. Et franchement, ça m'attriste. Voilà, je tenais à rendre hommage à ces deux communautés maltraitées par Modi et ses sbires, les musulmans du Cachemire, comme dans l'Inde tout entière, et les Dalits qu'on appelait autrefois les intouchables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kéa. Kéa. On va demander peut-être, please. Alors, on va maintenant demander à Madame Sengupta, qui vient de Marseille, spécialement pour nous rejoindre ici à Paris, pour dire qu'on ne peut pas accepter comme ça, sans rien dire, la présence de Narendra Modi à Paris aujourd'hui, venu acheter des Rafales, reçu en grande pompe, avec le tapis rouge et tout ça. C'est inacceptable, et donc merci Kéa de venir de Marseille, de Madame Sengupta de Marseille, et donc voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour organiser tout ça, et merci à vous tous pour être rassemblés ici. Donc aujourd'hui je représente Indian Alliance Paris, et je m'excuse parce que j'avais parlé moitié français, moitié anglais. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est en fait. So Indian Alliance Paris is a citizens collective which came into being organically and spontaneously at the end of 2019 following the anti-CAA and NRC protests. So some of you remember that CAA stands for Citizenship Amendment Act, and so this was essentially giving a fast track to some people to become Indian citizens, and NRC was National Register of Citizens, which would then, sort Indians into citizens and, well, doubtful citizens or non-citizens. So there was a fear that these laws will be used to target minorities, chosen minorities, and there was resistance, huge resistance. Donc il y a eu des lois qu'on avait peur qui va être utilisées pour répression contre certaines minorités, des minorités choisies. Et à ce moment-là, en 2019, fin de 2019 en Inde, il y a eu un saut de révolte, si vous voulez, non violent. Ça a commencé dans des universités, donc à Delhi, à JNU, Jawaharlal Nehru University, et puis Jamia Millia University, et en Uttar Pradesh, à AMUN, Aligarh Muslim University, et la répression était terrible, terrible. There was huge repression in the universities, and in response, many
students and young people got very upset. And institutions, elite institutions, including scientific and engineering institutions, which hadn't seen political protests for 50 years, they sort of, also rose up. And in that atmosphere, Indians outside of India, they couldn't remain quiet either, right? So young people in Paris got together and very spontaneously formed this group. We stand for secularism in India, for syncretic India. Donc, il y a eu toute cette résistance en Inde et des Indiens en dehors d'Inde qui étaient laïcs encore et qui pensaient à une Inde syncrétique. On ne pourrait pas rester sans rien faire. Donc à Paris, il y a des jeunes qui ont très spontanément rassemblé pour former cette groupe. Et Paris n'était pas seul, il y a eu partout dans l'Europe, dans beaucoup de capitales, il y a eu des groupes comme ça qui sont formés. Après ces jeunes, les temps passaient, ces gens-là étaient là à Europe, pas pour très longtemps, c'était des étudiants, ils sont dispersés et donc le flambeau était pris par des autres, y compris, voilà, il y a, maintenant on est un groupe nous sommes donc un groupe qui est non partisan, non political, mais qui soutient l'idée d'une Inde laïque, démocratique, qui était promis dans notre constitution. Et puis, on est là pour dire qu'on veut une Inde qui est pour égalité, justice, et puis une Inde où tout le monde peut vivre ensemble. Tous les religieux, tous les castes, tous les gens, toutes les orientations, les gens qui pensent, whatever their belief, their orientation, their gender, caste or religion, we should all live equally and in justice. Thank you for listening, and I will finish by saying Jai Bhim and Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à quelqu'un qui va venir ici à vous parler de quelque chose qui se passe en Inde aussi, qui s'est passé en 2018, donc connu donc sous le nom de Bhima Koregaon, donc dans le Maharashtra. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très connu en France. On sait en France, on commence à savoir en France les discriminations que subissent les populations musulmanes. Je rappelle qu'il y a 200 millions quand même de musulmans qui habitent en Inde. Je rappelle aussi que Narendra Modi a quand même on the record dans son agenda, non plutôt dans son expérience, il a une certaine expérience des pogroms contre les musulmans. Ce monsieur qui était à l'époque chief ministère de l'État du Gujarat a couvert des massacres contre les populations civiles musulmanes. Plus de 2000 personnes sont mortes donc, dans l'État du Gujarat alors qu'il était le ministre en chef. Pendant 3 jours, il y a eu des massacres incroyables contre les populations musulmanes. La police ne faisait rien et des enquêtes indépendantes ont dit que ça venait directement c'était directement couvert par Narendra Modi, qui pour cette raison, à une certaine époque, a été interdit de séjour aux États-Unis, il faut le rappeler. Et donc c'est ce monsieur aujourd'hui qui est accueilli avec le tapis rouge. On lui déroule le tapis rouge à l'Élysée parce que effectivement il y a des enjeux diplomatiques, géostratégiques. Il vient acheter des Rafales par milliard. Donc on oublie tout ce qui s'est passé en 2002 au Cachemire. On oublie tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Inde. On a parlé des discriminations contre les musulmans, contre les chrétiens, contre les Dalits. Il y a des hordes de fous furieux qui se croient tout permis, qui vont comme ça attaquer des gens parce qu'ils sont soupçonnés de tuer des vaches.
comme ça, n'importe comment. On arrive, on débarque dans un quartier, puis on décide, tiens, lui, il a peut-être des vaches dans son frigo. On arrive, et puis comme ça, on le tue devant sa famille, et on brûle des maisons. J'étais moi-même, donc il n'y a pas très longtemps, en Inde, et par exemple, c'était la période du Ramadan, et qu'est-ce que je vois tout d'un coup arriver? Des gens habillés en safran, hein, donc voilà, donc les milices un petit peu, pas forcément des milices entraînées, mais des jeunes, des gens comme ça désœuvrés à qui on promet tout et n'importe quoi, qui viennent comme ça et puis provoquer les gens dans les quartiers en disant, voilà, en chantant des chants religieux hindous, alors qu'on est dans un quartier musulman, et évidemment ça dégénère, et voilà, et donc ça part comme ça. La police reste évidemment très loin, il se passe pas grand-chose. Je rappelle aussi qu'à la suite de ce qui s'est passé, ce qui a été dit tout à l'heure sur les projets de loi, les lois qui ont été votées, donc NRC, CAA, il y a eu des manifestations très importantes donc en Inde, avec des interventions de la police qui sont rentrées directement dans les universités indiennes, notamment la fameuse université GNU à New Delhi. Et là, ils ont battu comme ça très sévèrement les étudiants, les responsables étudiants qui ont été emprisonnés. Donc c'est ça aujourd'hui, l'Inde d'aujourd'hui de Modi. Donc la fameuse plus grande démocratie du monde, qui n'est plus donc cette démocratie que pensaient, que rêvaient Gandhi, Nehru, Ambedkar et d'autres. Donc je vais donner maintenant la parole à quelqu'un, donc je vous dirai pas le nom, vous comprendrez pourquoi, mais elle va vous parler donc de ce qui se passe, qui s'est passé en 2018 dans le Maharashtra. Donc à vous. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bon voilà, je me suis un petit peu dissimulée parce que j'aimerais bien pouvoir retourner en Inde faire de l'enquête, puisque je suis journaliste et éditrice indépendante, et que comme d'autres journalistes, comme des chercheurs, comme des chercheuses, on est assez inquiets pour voilà, nos prochains visas. Il y a déjà eu voilà, des soucis de personnes qui sont remises dans l'avion parce qu'elles font un travail d'enquête et de recherche. Voilà, alors j'ai préparé dans le train un petit texte que, hop, voilà. Je viens parler à ce micro avec une mission en tête, que ne soient pas oubliées toutes celles et ceux qui ont été mis en prison par le régime autoritaire et suprémaciste de Narendra Modi. Ce matin, la compagne du militant musulman et pro-Cachemire Umar Khalid, en prison depuis plus de 1000 jours, écrivait sur un post Facebook la phrase de Milan Kundera: The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting. Je viens à ce micro afin que ces personnes ne soient pas oubliées, afin aussi que pression soit maintenue pour obtenir leur libération immédiate, l'abandon des charges fabriquées et un procès juste et équitable. En cette période sombre, où les proches des détenus peuvent parfois perdre espoir après des années de détention sans l'ombre d'un procès, souvenons-nous qu'ils et elles sont toujours là, et qu'ils et elles ont besoin de notre amour, de notre soutien, de nos solidarités. Je suis émue de rendre hommage ici à Shoma Sen, professeure d'anglais, militante féministe et soutien des minorités opprimées, une amie que je visitais quand je me rendais en Inde, qui vient de terminer sa 5e année sous les verrous sans l'ombre d'une date de procès. Emprisonnée grâce à une loi antiterroriste qui empêche pratiquement toujours la liberté conditionnelle, elle est accusée, avec 16 autres intellectuels, juristes, avocats, militants des droits humains, d'avoir fait circuler des textes contre le gouvernement et son idéologie suprémaciste hindutva le 31 décembre 2017, lors d'un rassemblement, et d'avoir, excusez du peu, comploté pour assassiner le Premier ministre. Récemment, on a appris que les documents qui permettent de prétendre à un tel chef d'inculpation avaient été introduits par un logiciel espion, Pegasus, un logiciel israélien, dans les ordinateurs de 2 co-accusés. Shoma Sen a 65 ans, sa santé se dégrade, et cela fait bien longtemps qu'elle devrait être libre, rejoindre son mari et sa fille, durablement affectés physiquement et mentalement par cette bataille contre l'injustice. Permettez-moi de m'inquiéter du sort qui lui sera réservé, quand on sait que Stan Swami, un père jésuite qui a lutté toute sa vie aux côtés des Adivasi, le nom donné aux premiers habitants de l'Inde, contre l'accaparement de leurs terres par les industriels,
incarcéré dans la même affaire, est mort en prison il y a de cela environ 18 mois, assassiné par le système pénitentiaire et le pouvoir qui ne l'a pas laissé accéder à des soins médicaux. Toutes les personnes incarcérées dans cette affaire se battent depuis des décennies aux côtés des plus défavorisés de la société indienne. Les femmes, les dalits, les ouvriers, ouvrières, les petits et petites paysans, paysannes, afin que cessent les inégalités, les injustices et les oppressions dont ils sont quotidiennement victimes. En enfermant ces gardiens et gardiennes de la démocratie, comme les appelle l'anthropologue Al-Pacha, le gouvernement de Modi fait ce que les autres gouvernements n'avaient pas osé auparavant, bien que justice et police étaient rarement au service des classes et castes opprimées. Réprimer les voix dissidentes durablement pour terroriser et étouffer les mouvements pour l'égalité et la justice sociale. Je rencontrais en janvier dernier à New Delhi 2 jeunes femmes incroyables, Natasha et Devangana, libérées sous caution, mais sous contrôle judiciaire, obligées de pointer toutes les semaines au commissariat, sans avoir, elles non plus, aucune idée de la date de leur jugement. Ce gouvernement prétend que les militantes des droits humains sont des terroristes, mais c'est lui-même qui terrorise sa population. Je ne voudrais pas oublier de dire le nom de Gulfisha Fatima, jeune femme musulmane qui a participé à des manifestations contre la loi de citoyenneté en 2020 et qui, elle aussi, innocente ou alors coupable de penser et d'agir pour un monde qui déstabilise les puissants, est toujours en prison. Le nom d'Oumar Khalid, coupable, lui aussi, d'imaginer un monde qui déstabilise les puissants. Tous les professeurs qui perdent leur poste, coupables eux aussi. Les milliers d'Adivasi dans les prisons des forêts du centre-est de l'Inde. Les journalistes qui osent dire la vérité. Et enfin, les milliers de Cachemiris enfermés, coupables de vouloir libérer leur région de l'occupation indienne qui se renforce chaque mois sous Modi grâce à sa politique de peuplement inspirée d'Israël. Vous toutes et tous, nous ne vous oublions pas, votre courage et votre détermination nourrit la nôtre. Je pense à ce bout de chanson écrit par le groupe de musique révolutionnaire Kabir Kalamanch que j'ai interviewé il y a des années, dont 2 des membres sont en prison. Combien d'autres encore allez-vous emprisonner? Comment croyez-vous mettre des oiseaux en cage? Le métal de cette cage, nous savons comment le rompre. Nous le ferons fondre avec notre sang bouillant. Quand le métal et le sang se reconnaîtront, que se passera-t-il alors? La cage entière se mettra à voler sans laisser d'adresse. Azadi for all, Inkalab Zindabad, pas de justice, pas de paix. Nous sommes un groupe communiste révolutionnaire internationaliste et c'est pour ça qu'il était important d'être là aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont Joy a commencé. Il a dit, la première phrase de ce meeting, ça a été « L'Inde est un pays magnifique ». Et ça me fait penser au vers du poète Habib Jalil qui dit « Le Cachemire est un lieu magnifique, c'est les gens qui le gouvernent qui sont d'une laideur insupportable ». Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et demain, sur les Champs-Élysées, les forces indiennes vont défiler. Les mêmes forces qui amènent la terreur au Cachemire. Et c'est important donc que pour les forces d'opposition ici en France, de défendre la souveraineté du Cachemire, Azadi Cachemire. Deuxièmement, l'essentiel a déjà été dit aussi, que demain, sur les Champs-Élysées, le jour du 14 juillet, les Champs-Élysées aussi, qui font référence à la victoire en 1945 contre Hitler, va être reçu par l'État français un dirigeant qui vient d'un parti, d'une mouvance qui, en plus de s'être abreuvé au pire du traditionnalisme brahmanique, s'abreuve directement de l'hitlérisme, du mussolinisme. Donc voilà qui nous recevons demain pour célébrer le 14 juillet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le 14 juillet. Voilà. Alors aussi, c'est pour ça qu'il faut que les forces d'opposition en France, certes, nous avons des choses à faire avec l'Inde, nous avons des partenariats à faire, mais nous devons avoir une solidarité active avec les communautés musulmanes, avec les communautés dalites, avec les communautés chrétiennes, avec les forces syndicales, communistes, d'opposition. Donc, Jai Bhim, victoire à Ambedkar. Aussi, il faut dire que nous devons aussi demander la libération des prisonniers politiques comme Oumar Khalid,
que nous devons demander que justice soit faite sur les victimes de meurtres extrajudiciaires comme Gauri Lankesh, contre des journalistes, que justice soit faite pour la mémoire, comme il a été mentionné, du père Stan Swamy. Nous devons demander cela, nous, les forces d'opposition en France, toutes rassemblées contre la complicité du gouvernement Macron, de la droite et d'une partie du centre-gauche, contre ce régime dictatorial, en effet, gouverné par des gens fascisants. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a une dimension impérialiste à cette visite et à cet accord entre Modi et Macron. Parce que les rafales, évidemment, ne vont pas être décoratifs. Ça va se servir pour la politique hégémonique de l'Inde sur l'Asie du Sud, pour terroriser plusieurs régions, pour le Cachemire, pour des guerres possibles, puisque l'Inde, bien avant Modi, même sous le Congrès, avait une politique qu'on pourrait qualifier de sous-impérialisme régional, que ce soit au Sri Lanka, que ce soit aux Maldives, mais aussi dans l'océan Indien, puisque il a été montré que le gouvernement d'Indira Gandhi projetait d'intervenir à l'île Maurice même. Donc voilà, en sachant aussi que, rappelez-vous, Wambushu, que la France est en ce moment en train de s'affirmer comme le chef impérial de l'océan Indien, montrer qu'il peut encore taper, et qui est son concurrent principal, c'est pas vraiment la Chine, c'est plutôt l'Inde, qui essaie d'avoir des territoires maritimes aux Seychelles, à Maurice, de construire des bases militaires, d'avoir des soutiens dans les partis politiques, dans les gouvernements de la région, comme à La Réunion. Et il couvre qui? Des groupuscules, des gens comme ça, qui sont complètement, vraiment qui sont un peu barrés, comme on dit, et qui se permettent tout et n'importe quoi en Inde, qui mènent des exactions comme ça contre les minorités, on en a parlé. Et donc voilà, donc il y a aussi une justice hein, qui est aujourd'hui, si on dit pas une justice aux ordres, mais qui est quand même une justice assez complaisante avec les gens qui tuent, qui violent, et surtout évidemment lorsqu'ils sont proches du BJP, donc le parti au pouvoir, et notamment surtout s'ils sont membres des RSS hein, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce grand mouvement hindou qui prône donc la nation hindoue aujourd'hui et donc qui prône la discrimination contre les minorités. Voilà, donc on en a pas mal parlé tout à l'heure. Si vous voulez des interviews, on est là, on est à votre disposition et encore merci. Les Dalits, les Bascas, les femmes, on en a parlé, hein, tous les problèmes. Il y a des problèmes en ce moment avec des femmes qui sont harcelées, des championnes de lutte par exemple, je ne sais pas si on en a parlé. Donc ce sont beaucoup de thèmes comme ça qui nous sont chers ici, les gens qui sont ici, les défenseurs des droits humains de façon générale. Donc voilà, donc le message vraiment qu'on adresse à Modi, c'est qu'il n'est absolument pas le bienvenu à Paris. Nous on dit Modi, not welcome in Paris, you are not welcome in Paris, and down Modi, and then down Macron aussi. Donc merci encore, on va peut-être arrêter là s'il n'y a personne d'autre qui veut prendre la parole, mais on reste là s'il y a des personnes qui veulent continuer à parler, on est là. Voilà, merci encore de votre présence, à bientôt.